Alors on vous propose à présent un débat pour prolonger ces 6 résultats de recherche autour du thème « L'entreprise face aux défis de l'anticipation des compétences ». Et nous allons essayer d'avoir 3 intervenants à distance. Il s'agit de Philippe Debruyne, de Mariem Diagne et de Véronique Carsanti. On va leur demander, bien sûr, au fur et à mesure qu'ils vont apparaître, de se présenter les uns les autres. Alors, bonjour à tous et merci déjà de l'invitation. Donc, je suis chez Orange en charge de ce qui peut s'appeler la SS2I interne, c'est-à-dire je m'occupe de l'environnement digital des salariés. Donc, vous êtes directrice, vous disiez, de l'environnement digital des salariés. Décalé, en fait. Et à ce... Absolument, chez Orange depuis 3 ans et quelques mois. Après avoir dirigé pendant longtemps le recrutement, la diversité et la mobilité du groupe, donc du coup avec une vision très compétence bien sûr, et puis aussi très intéressée par ce qui s'est passé sur ces derniers temps autour de l'environnement digital et de l'évolution des compétences des salariés dans ces domaines. Parfait. Alors, est-ce qu'on a les 2 autres intervenants qui sont parvenus à se connecter? Donc, Philippe Debruyne et Mariem Diagne. Philippe Debruyne, président de la commission évaluation de France Compétences. Mariem Diagne de France Stratégie. On me fait signe en régie pour l'instant. Bonjour Nicolas. On ne les a pas. Alors, on va démarrer avec vous, si vous le voulez bien. Vous m'entendez? Véronique Carsanti, il y a plusieurs études sur lesquelles, bien sûr, vous pouvez réagir, notamment celle sur la sous-traitance. Alors, j'avais envie de vous demander, en tant que responsable d'une grande entreprise, comment vous aviez perçu cette étude qui montre que plus on est sous-traitant de dernier rang, plus on avance dans la chaîne de sous-traitance et moins on a d'opportunités d'accès réel à la formation. Alors, c'est un peu haché comme son. J'espère que c'est pas la même chose de votre côté. On vous entend parfaitement. Bon, bah tant mieux, c'est l'essentiel. En fait, le sujet de la sous-traitance, c'est vrai que ça a longtemps été un sujet, notamment au niveau, bien évidemment, de la formation des sous-traitants. Et alors, nous, on a pris le parti. Alors, moi, j'ai une entité, par exemple, de 1200 personnes. Dont l'activité est une activité technique à la fois de helpdesk, de réparation à distance, de prise d'appel, de PC mobile, enfin tout ce qui concerne l'équipement du salarié, et de façon à garder une qualité un peu sans couture, c'est-à-dire entre les moments où les salariés qui nous appellent tombent sur des salariés Orange versus le moment où ils tombent sur des sous-traitants, notamment aux horaires un peu décalés ou au débordement d'appels. On a décidé de former nous-mêmes nos sous-traitants, c'est-à-dire qu'à la fois on le fait en vie à vie, on va dire, donc de la formation sur la position de travail où on va les former chez eux et puis où on leur fait suivre les mêmes formations qu'à nos conseillers ou à nos techniciens. Ce qui permet d'assurer une espèce de continuité de qualité. C'est pas simple, parce qu'il faut trouver le temps. C'est pas forcément le cas partout. En tous les cas, on essaye de le faire de plus en plus, aussi dans un souci de monter en compétence sur le terrain de ces sociétés-là avec lesquelles on travaille de façon suivie. Alors, vous formez pour vous et pour votre écosystème. Il y a un certain nombre de grandes entreprises, pas toutes, mais qui sont engagées un petit peu dans le même mouvement. Est-ce que cette formation-là, elle est aussi reconnue par les acteurs? Autrement dit, est-ce que c'est pas un peu compliqué à partir du moment où, dans des appels d'offres, par exemple, ce lien à la sous-traitance, cette gestion des sous-traitants n'est pas mise en avant, d'inciter tous les acteurs à aller dans le même sens? En fait, oui et non. C'est-à-dire que oui, il est bien prévu et bien écrit clairement dans les
appels d'offres que nous assurons la formation, il est clair que ce qui est plutôt important, c'est les engagements de qualité que l'on demande dans nos appels d'offres et c'est là-dessus qu'on se base. Donc, je pense que, enfin, on y a tout intérêt. Donc, nous, on se pose plus tellement la question, très honnêtement, de la même façon qu'on a de l'intérêt autour des respects des sujets de diversité, des sujets de RSE, etc. Je pense que ça devient quelque chose d'assez complet et on est autour d'un parcours de ces salariés-là, en fait. À France Stratégie. Bonjour à tous. Donc, je travaille à France Stratégie en tant que chef de projet et responsable du réseau Emploi Compétences. Donc, un réseau qui a été créé en 2015 pour animer la réflexion sur la prospective des métiers et des qualifications. Donc, arriver à réunir l'ensemble des acteurs de l'emploi et de la formation professionnelle pour réfléchir aux compétences de demain, on va dire. Donc, actuellement, en fait, nous clôturons une étude sur la mobilisation des compétences par les entreprises à travers la notion de la démarche compétences, d'où l'intérêt qu'on porte à cette e-biennale-là et toutes les questions qui ont été soulevées dans les différentes tables rondes que j'ai pu suivre et qui s'inscrivent dans les travaux de ce réseau. Pour revenir du coup à ce sujet, effectivement, on a été sollicité sur cette table ronde-là car on mène cette étude donc on clôture actuellement, donc qui a été lancée en 2019 et qui avait comme objectif d'arriver à savoir si, comme partout dans les orientations politiques, on entend le mot compétence, que ce soit au niveau des acteurs de la formation et de l'emploi, est-ce que c'était également le cas concernant les pratiques RH des entreprises et a fortiori si l'on parle d'anticipation des compétences. Vous le verrez par la suite, on préfère parler plutôt de démarche compétences que de GPEC parce qu'on considère que la GPEC est quand même un dispositif réglementaire, donc très axé sur l'outil et qui ne traduit pas forcément les pratiques en entreprise non formalisées, mais constitutives de gestion des compétences, comme on a entendu dans certaines tables rondes quand on parle de compagnonnage, d'apprentissage informel. Donc, on prend une approche beaucoup plus englobante pour prendre en compte ces pratiques-là, qui sont souvent le fait de très petites entreprises ou de PME. Oui, voilà très rapidement. Effectivement, le spectre que vous avez pris est beaucoup plus large que la GPEC, qui par ailleurs fait référence à un outil, une obligation réglementaire qui concerne plutôt les grosses PME, enfin voilà, et les ETI et les grandes entreprises, et pas les moins de 300 salariés. C'est ça. Et d'autant plus que, bon, c'est une obligation, mais en soi, on ne peut pas vraiment se réduire à une lecture littérale des accords, car il ne s'agit que de déclaration d'intention. Et c'est aussi le pourquoi de notre étude, c'est-à-dire qu'on essaie d'aller voir en pratique que font vraiment les entreprises. Pour l'instant, on n'a pas vraiment comment dire, sur le plan quantitatif, il n'y a pas un recensement exhaustif des démarches compétences. Mais je vous renvoie néanmoins à l'étude de la publication récente de France Stratégie, donc qui date de 2019, qui propose, elle, un indicateur d'intensité de gestion des compétences, donc qui a été construit plutôt à partir de l'enquête défi du CEREC. Et ces travaux ont permis en fait d'identifier des caractéristiques typiques d'une entreprise s'engageant dans une démarche compétences. Donc en général, ce sont des entreprises avec un effectif important de salariés, donc d'où le critère de taille qui est quand même très discriminant dans le recours systématique ou non à des démarches compétences, à la présence d'un service de ressources humaines formel et de représentants du personnel. Souvent, ce sont des entreprises aussi qui déclarent rencontrer des difficultés de recrutement sur des profils qualifiés et, entre autres aussi, des entreprises orientées vers l'innovation. Selon cette étude, donc, il y a un quart des entreprises du secteur privé qui s'engagent de manière systématique dans une démarche de gestion des compétences avec des écarts qui sont quand même marqués, qui tiennent principalement à la taille de l'entreprise et au secteur d'activité. Par exemple, 95% des entreprises qui comptent au moins 2000 salariés s'engagent dans une démarche systématique de gestion des compétences contre 15% à peine pour les très petites et de moins de 10 salariés. Et c'est là, effectivement, où on voit les limites, hein, puisque la GPEC est peu répandue.
la démarche compétence plus largement, elle est peu répandue. Et quand il y a une GPEC, ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a cette anticipation, parce que c'est parfois un outil sur 3 ans, un peu figé, qui n'est pas forcément actualisé, qui donne une photo à un instant donné, même s'il y a de très bonnes pratiques dans certaines entreprises. Alors, on me signale en régie que Philippe De Bruyne est connecté et qu'il peut être avec nous. Non ? Ah non, alors il s'est déconnecté entre-temps. Alors peut-être Véronique Carsanti, pour rebondir sur les propos de Marième Diagne, comment dans un groupe comme Orange appréhendez-vous la gestion des compétences? Vous avez énormément d'outils RH, sur l'offre de formation, sur les passerelles, d'information des salariés, sur les dispositifs existants, etc. Toute la question est de savoir comment on les popularise, comment on donne l'appétence aux salariés pour s'y intéresser, comment on les vulgarise, comment on les met, on les coordonne et on les met en réseau. Alors, j'ai 5 heures ou j'ai 32 secondes? Parce on que, vous en voit, fait, mais on a une petite saute de son, on ne vous entend pas. Voilà, ça y est. Ah, mieux? Absolument, on vous entend à nouveau. Désolée, c'est vrai que c'est compliqué. J'aurais adoré être avec vous. C'est une question vaste que vous me posez, donc je voulais savoir si j'avais 1 minute ou 5 heures, parce que c'est vrai que ça mériterait des grands débats. On peut faire entre deux, si ça vous gêne pas, peut-être 2, 3, 4 minutes. Oui, non, mais toute plaisanterie mise à part, pour être honnête, ça fait des années qu'on se pose les questions de c'est quoi notre référentiel de compétences, et j'imagine que ça va parler à toutes les personnes qui écoutent. Je pense qu'il faut qu'on soit clair à la fois sur nos compétences et sur ce à quoi elles servent. C'est-à-dire qu'on est une maison éminemment technique, donc on a toute la gamme de nos compétences techniques, et celle-là, elle est assez claire. Là où on se pose des tas de questions, et je suis d'accord avec ce qu'a dit ma collègue précédente sur le fait que il faut arrêter de parler de GPEC probablement, et plutôt déjà de parler de gestion stratégique des compétences, c'est-à-dire comment vont évoluer les métiers et comment on travaille cette transformation-là, surtout en évitant de laisser des gens sur le terrain, sur le bord du chemin surtout. Ce qui est un peu la difficulté qu'on a nous, parce que on a des populations qui sont très pointues techniquement, et puis d'autres qui sont obligés de ramer entre guillemets un petit peu pour suivre cette évolution des compétences techniques et des technologies qui évoluent. Plus et moi je pense pas que ce soit une mode, tout ce qui tourne autour des soft skills, c'est ce dont on a besoin notamment que les gens se sentent bien dans une équipe, qu'ils aient des compétences transverses qui vont bien, qui puissent évoluer. Alors, je parle plutôt de cadre éventuellement, mais qui puissent évoluer dans des métiers finalement où au fond, la compétence est pas tant celle qu'ils ont sur leur métier, mais leur capacité à. Moi, je crois beaucoup au travail sur la capacité à faire, à évoluer, à faire autre chose, parce que je pense que tout le monde peut aller dans ce sens-là. Et ça fait des années, moi, quand j'étais côté recrutement et mobilité, j'avais beaucoup travaillé sur des algorithmes qui permettaient de dire, finalement, sur des millions de personnes qui ont exercé des millions de postes, on se rend compte qu'il y a une espèce de corpus de compétences que toutes maîtrisent ensemble, et donc vous et moi qui au fond avons des parcours très différents, on pourrait demain se retrouver sur le même poste parce qu'on a les compétences pour ça. Et c'est cette analyse des compétences d'un individu à occuper un futur poste, et donc c'est quoi le parcours qu'on lui offre au sein de l'entreprise ou en dehors de l'entreprise d'ailleurs, qui me paraît important à travailler. Et franchement, si on avait une recette, on le ferait. On a plein d'outils, on a plein effectivement de formations, on accompagne les salariés dans la réflexion sur leur parcours professionnel, et c'est aussi comme ça qu'on détecte et les compétences qu'ils ont, celles dont ils vont avoir besoin, le tout en lien bien sûr avec l'évolution de nos métiers. Mais j'ai hélas pas de recette. Ce que je sais, c'est qu'il faut qu'on se pose les bonnes questions sur un mot qui est très très moche, qui est l'employabilité. Et je sais que c'est pas un joli mot, mais malgré tout, il est celui qui nous permet de réfléchir à comment on accompagne les gens au sein de l'entreprise.
Alors, je pense que vous avez tous pu le constater, nous sommes au complet. Philippe De Bruyne vient de nous rejoindre. Il a réussi à se connecter. On vous voit à l'image. Philippe De Bruyne, bonjour. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Alors, si vous pouvez nous dire quelques mots pour savoir si on a le son en plus de l'image. Alors, pour l'instant, on n'a pas le son. Allez-y, Philippe De Bruyne. Oui, parfait. Mon micro ne fonctionne pas. Vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement. Là, on a l'image et en plus, on a le son et très clair. On voit la belle bibliothèque. Je suis tout à fait confus. J'ai eu des vrais problèmes de connexion. D'accord. Parfait. Écoutez, pas de souci. Donc, je vais peut-être vous laisser vous présenter. Vous avez plusieurs casquettes. Vous présenter en quelques mots avant de prolonger nos échanges. Je ne sais pas si vous avez pu suivre les premières minutes de notre discussion. Non, malheureusement, avec les problèmes de connexion, je n'ai pas pu suivre. J'ai entendu avant et un peu ce matin aussi. Mais pas ce premier échange. Donc pour me présenter, donc je suis Philippe De Bruyne, j'ai été invité en tant que président de la commission évaluation de France Compétences. Mais peut-être que dans mes interventions également, je glisserai quelques éléments sur ce que font les partenaires sociaux autour de ces questions d'anticipation des besoins en compétences. Donc au-delà du strict mandat de président de la commission évaluation. Très bien. Alors, Philippe De Bruyne, on a commencé à évoquer en fait les démarches de gestion des compétences dans une grande entreprise qui est Orange et de la politique vis-à-vis de la sous-traitance, puisqu'on a vu que en matière d'opportunités et d'accès à la formation, les sous-traitants, plus on descend dans la chaîne, plus les salariés sont défavorisés. Et Marième Diagne, pour sa part, nous disait qu'il y avait plusieurs travaux en cours et qui visaient à décortiquer, si je puis dire, les démarches compétences d'un certain nombre d'entreprises, y compris des TPE. Et on parle là de démarches compétences et non pas de GPEC, puisque la GPEC, on le sait, voilà, c'est un outil réglementaire, une obligation réglementaire, mais qui ne recouvre pas la totalité de la démarche compétences. Dans la démarche de formation, on peut avoir des formations organisées et aussi des apprentissages informels. On a vu, à travers les résultats des études, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent du côté des apprentissages informels. Qu'est-ce que ça peut impliquer, Philippe De Bruyne, pour intégrer cette dimension informelle davantage dans une démarche compétences ? Alors, c'est pas vraiment le cœur des travaux de France Compétences en la matière, hein, donc peut-être j'en toucherai quand même un mot parce que c'était. Là, c'est plus avec votre autre casquette que je vous sollicite. Hein. Voilà, notamment spécialiste de la formation et à la CFDT. Non, alors là, c'est peut-être des choses qu'on a pu mettre en avant lors de cette crise. Que nous avons traversé, où les modes d'organisation du travail ont dû être totalement... Ah, on a un petit lien de connexion. Ça y est, on vous entend à nouveau, Philippe De Bruyne. Je suis vraiment désolé. Ça a permis de rendre beaucoup plus visible et de mettre l'accent sur des enjeux de repérage, d'identification des compétences qui n'étaient pas forcément en haut de l'affiche jusqu'à présent. On a beaucoup parlé de la mise en visibilité des invisibles, la question de l'autonomie au travail, la question du travail collaboratif, c'est-à-dire du travail collectif avec des collectifs qui ne sont pas forcément présentiels, la question de la résolution de problèmes. Typiquement, j'ai été aidé dans ma résolution de problèmes là pour me connecter avec vous, alors que le moyen que je croyais pouvoir utiliser n'était pas opérant. Donc voilà, ça a été un travail collaboratif avec mes contacts au CEREC qui m'ont permis de trouver une solution, un plan B pour pouvoir être avec vous. Et je crois ça, que c'est pas de la formation organisée, mais ce sont des environnements apprenants.
Ce sont des environnements apprenants. La prochaine fois que je serai confronté à cette difficulté-là, j'aurai déjà quelques éléments de réponse emmagasinés dans mon expérience. Donc, on voit bien que ces dimensions-là, et c'est ça qui a fait beaucoup la différence. On l'a vu dans la difficulté que nous avons tous traversée au travail, dans la configuration du confinement, des règles de sécurité sanitaire. On a dû réinventer des modes d'organisation. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça, alors typiquement, hein, il y a une ouverture de négociation au niveau national interprofessionnel sur le télétravail. On voit bien que le regard sur le télétravail a changé considérablement. Du côté du management, où le télétravail impose de lâcher prise un peu sur l'hyper-contrôle de ses collaborateurs et de donner des espaces à l'autonomie dans le travail. Mais on l'a vu aussi sur la dimension ce qu'on a indiqué, la dimension des invisibles. C'est peut-être qu'une partie des compétences, elle est aussi valorisée par des tiers au champ même du travail. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand même, l'analyse du travail, elle se faisait dans l'entreprise, entre les collaborateurs eux-mêmes éventuellement, entre les collaborateurs et leur hiérarchie. On a bien vu là, dans la mise en visibilité des invisibles, que la valeur d'usage du travail, que l'utilité sociale du travail, elle était reconnue par des tiers. Des clients, des prestataires, etc. Voilà. Donc on voit bien la complexité de la question. Et alors, c'est des choses qui étaient sous-jacentes. Plus on passe d'une logique de production à une logique de service, et plus cette dimension-là est prégnante, et je crois que là, elle était perceptible par le commun des mortels qui ne baigne pas forcément dans nos débats sur les questions de compétences. C'est que tout de suite des choses qui ont été vues, et ça redonne de la valeur au travail. Et on voit bien que ces compétences-là, elles réinterrogent la place de chacun d'entre nous dans la construction collective qu'est le monde du travail. Véronique Carsanti, voilà, je vous en prie, Philippe. On a cette dimension-là, et cette dimension, elle se touche, j'en termine juste là, on peut l'aborder dans une dimension individuelle, mais on peut l'aborder aussi dans une dimension collective. Et dès qu'on passe à la notion de compétence collective, ça réinterroge aussi pas mal les concepts. Véronique Carsanti, un mot de rebond, peut-être je vous voyais hocher la tête par rapport aux propos de Philippe de Bruyne. Vous m'entendez, c'est bon ? Absolument, on vous entend parfaitement. Je confirme, alors Philippe, vous n'avez pas entendu le début, mais on était, je m'occupe de tout ce qui est environnement digital des salariés d'Orange, et à plusieurs titres, on a eu en effet ce rôle dont vous parlez d'autonomisation des salariés sur leur poste de travail quand on en a mis 80 000 en télétravail en quelques jours. Et l'autre sujet, en revanche, c'est que tirer des enseignements de ce qui s'est passé dans cette période de télétravail, alors c'est un peu tôt parce qu'on est encore un peu en crise et il y a encore une difficulté à faire revenir les gens au bureau parce qu'il y a cette peur de la maladie. Cela étant, ça nous pose question sur 3 points, hein, en fait, que sont la formation à distance, qu'est-ce que ça doit être et comment on la fait. Le travailler à distance, on a bien vu que c'est possible, mais se pose maintenant tout ce qui est la mesure de la performance et la mesure de la qualité de ce travail. Et le troisième sujet, c'est manager à distance. Et là, on est en train de réfléchir à plein de choses. C'est-à-dire que je pense que le télétravail ne doit être qu'un des outils de l'organisation du travail globalement. Il faut que les managers se posent cette question-là. Et vous avez raison sur le sujet du lâcher prise et du lâcher de contrôle. Il y a une autre question qui nous est apparue, nous, chez Orange, et moi, j'ai une équipe de 1200 personnes, donc ça fait déjà pas mal de questions en interne avec 150 managers. Et pour eux, c'est quoi leur rôle aussi dans la création d'un collectif ? Comment on réfléchit cette notion de collectif si on part sur le principe, alors chez Orange on était un petit chouïa en avance puisqu'on a déjà un accord de télétravail qui permet 3 jours de télétravail par semaine et ce depuis des années. Là on voit qu'on a une augmentation des demandes
dont je ne sais pas encore si c'est un courant long ou si c'est un courant un peu d'affolement. Mais ce qui est clair, c'est qu'il va falloir qu'on se pose la question sur la confiance, sur qu'est-ce que c'est faire confiance et qu'est-ce qui fait que on appartient à l'équipe, à l'entreprise, etc. Ça va bien si on se connaît depuis 10 ans. Comment on va gérer le onboarding, comment on va gérer l'arrivée des nouveaux. Ça, moi, ça me questionne encore un peu. Et ça va faire jouer justement des compétences un peu particulières qu'il va falloir aller chercher chez nos candidats. Encore un mot court, Véronique Carsanti. Vous me disiez en préparant cette séquence aussi que voilà, vous aviez le sentiment que dans les axes d'amélioration, il y avait l'implication des managers. Vous en avez un peu parlé parce que c'est vrai que finalement, on peut avoir beaucoup d'outils, mais qui sont parfois, surtout dans les grandes entreprises, à la main des RH. On a un entretien professionnel, il n'est pas toujours mené par les managers. Les managers eux-mêmes n'ont pas toujours une bonne appréhension de l'offre de formation, des passerelles possibles, etc. Et dès lors, la discussion sur l'évolution professionnelle n'est pas aisée. De quelle manière, selon vous, demain, on pourrait impliquer davantage les managers pour que cette discussion-là ait lieu à ce niveau-là et non pas dans un huis clos entre les RH et les salariés? Alors, je ne voudrais pas laisser dire que j'ai dit que les managers ne sont pas impliqués. J'ai dit que c'était un axe d'amélioration, j'ai été un peu plus soft, me semble-t-il. Non, mais impliqués là-dedans. On a des managers qui sont très impliqués, mais à qui on demande des tonnes de choses. Donc, je pense que et notamment le middle management, et je pense en effet que c'est la population qu'il faut qu'on aide. Ça veut dire peut-être revoir leurs fiches. Ça veut dire peut-être revoir leurs fiches de poste, avoir moins d'exigences de reporting, de réunions, etc., de leur libérer du temps pour pouvoir avoir ce type de discussion, parce que de fait, il y a une embolie. Alors, l'embolisation autour de ça, elle est réelle. Après, c'est sur la taille des équipes. Parce que quand on a des managers qui ont 25 personnes en direct, c'est un peu compliqué pour eux d'avoir cette discussion approfondie d'accompagnement de mes collaborateurs. Donc ces questions-là, on se les pose, hein, bien évidemment. Et oui, en effet, il faut arriver à ce que le mindset des managers soit pas « je garde mes meilleurs parce que je veux pas qu'ils s'en aillent », parce que ça me déséquilibre dans mes équipes et c'est vachement compliqué. Mais justement, j'ai des très bons. Comment je fais pour que tout ça se capillarise au sein de mon équipe et comment je fais justement pour les très bons, les aider à évoluer s'ils en ont envie. Donc, il y a tout le sujet, en effet, de l'entretien professionnel. Alors, chez Orange, on a 2 entretiens déjà. On a un entretien, enfin 2 entretiens annuels, donc un semestriel d'entretien individuel qui est déjà quand même un vrai sujet de discussion. On a des équipes qui les accompagnent. Mais oui, je pense pas qu'on puisse tout demander aux managers. Il faut faire très attention à ça. Je pense que la sphère RH, et non pas le RH, mais les gens qui sont spécialisés dans l'accompagnement des salariés, et on a la chance d'en avoir chez Orange, c'est important qu'ils soient à la manœuvre à côté des managers. Merci Véronique Carsanti. Alors je propose aussi aussi un mot de... donc je ne sais pas si vous m'avez entendu. Si, absolument, on vous a très bien entendu, le son était clair. Je propose un mot de conclusion à Marième Diagne et à Philippe De Bruyne autour de la prospective. Quel type d'outils prospectifs, Marième Diagne, pour aider les entreprises demain à gérer leurs compétences pour leur donner davantage de visibilité, les outiller au plan méthodologique aussi? Ce dont on se rend vraiment compte dans cette étude, c'est que les Alors, grandes entreprises arrivent à mettre mais pour l'instant, on n'a pas encore le son. Marième Diagne. Moi, je vous entends. Voilà, je pense que si. Bon oui, absolument. Ah, on vous entend. Donc, vous avez entendu ma question, hein? Oui, j'ai bien entendu. Je disais que du coup, on se rend compte dans cette étude que les grandes entreprises, comme Orange par exemple, arrivent à mettre en place des démarches anticipatives assez englobantes, donc, qui se basent sur leurs enjeux business et qui retranscrivent en impact sur leur métier, leurs besoins de compétences, qui croisent avec leur futur déséquilibre en termes de pénurie ou d'excédent de compétences pour construire des plans d'action RH.
Dès lors qu'on s'intéresse aux PME, les grilles de lecture doivent être repensées. Parce que là, on a en face des structures qui ont des pratiques de gestion moins développées, moins formalisées, une fonction ressources humaines fortement centralisée autour du propriétaire dirigeant, peu de ressources financières, matérielles et une absence de planification liée au traitement dans l'urgence des situations. Donc la question, c'est est-ce que ces entreprises-là, les besoins en compétences de ces entreprises justifient les mêmes modalités d'anticipation que des entreprises plus importantes? J'ouvre la question, je n'ai pas encore de réponse, mais de savoir est-ce qu'il serait possible de mettre en place des exercices de prospective moins chronophages, avec un niveau de technicité moins important, mais et qui aussi leur permettent de donner les moyens dégager de des répondre. pistes. Oui, c'est ça, qui permettent quand même Voilà. de dégager des pistes opérationnelles pour aider les entreprises à construire les compétences de demain, bien sûr. Oui. Merci pour cette piste-là. Alors Philippe De Bruyne, la commission évaluation de France Stratégie a un gros programme de travail France Compétences. avec quelques éléments dans ce programme qui font puissamment écho à notre thématique, les entreprises face à l'anticipation des compétences. Pouvez-vous peut-être en conclusion nous en dire quelques mots? Alors France Stratégie, c'est pas moi. Hein. France Compétences, Ouais, pardon, c'est France lapsus. Compétences. France Compétences. Mais, même si il y a des travaux à faire que l'on conduit ensemble avec le réseau emploi compétences que pilote France Stratégie, donc tout ça se fait de façon concertée. En quelques mots, parce que je vais pas revenir sur le travail qui a été réalisé d'enquête avec le CEREC d'ailleurs sur les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications. Il y a eu une restitution le 24 juin dernier. Je vais passer, on n'a malheureusement pas le temps. Il y a 3 missions à France Compétences dans le cadre de ces OPMQ, 3 missions qui sont consolidées, animées et rendre publiques. Alors il y a des axes sur lesquels on va travailler, je vais vraiment me concentrer là-dessus. Dans la dimension consolidée, l'axe de travail de France Compétences, c'est le développement d'un outil de codification pour rapprocher à la fois les éléments syntaxiques et sémantiques sur le champ de la formation comme sur le champ des métiers, pour construire des passerelles entre les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications de chaque branche. C'est un élément extrêmement important dans la période. Tout le monde parle de la question des transitions professionnelles. Lorsqu'il s'agit d'évoluer dans le même secteur professionnel, on a des outils qui permettent de le faire. Mais lorsqu'il s'agit de passer d'un champ à l'autre, donc ce travail-là, je ne dis pas qu'il va être opérationnel demain matin, mais il s'inscrit là-dedans, c'est-à-dire des enjeux considérables de repositionnement professionnel, à la fois dans des démarches individuelles ou dans des démarches collectives, parce qu'on sait bien que pour retrouver du travail, l'enjeu c'est d'abord de le retrouver autour de chez soi, c'est un rayon de 30 km, donc c'est plus facile de changer de métier que de changer de lieu. Donc ça c'est quelque chose d'important. Et ça se fait dans le cadre de la direction observatoire et évaluation de France Compétences, mais bien évidemment, l'enjeu, c'est de le lier au travail sur les certifications de France Compétences. Et j'ai entendu tout à l'heure, ce matin, je crois, un enjeu autour de la question des blocs. Et effectivement, ce qu'il faut, c'est que les blocs de compétences, donc qui sont les sous-ensembles de ces certifications, puissent se parler d'une certification à l'autre, et non pas que ce soit simplement des décompositions d'une certification, pour qu'effectivement qu'on construise cette passerelle. Donc cet outil devrait nous aider à avancer dans cette direction-là. Donc consolider, premier axe. C'est ça. Deuxième axe de travail de France Compétences, c'est autour du rendre public. La communication des travaux des observatoires est diverse et on va proposer une grande bibliothèque des travaux des OPMQ pour qu'ils puissent se les échanger entre eux, parce que on ne va pas réinventer la roue à chaque fois. Non, mais introduire de la transversalité. Comment on rend public, et par rapport à ce qui vient d'être dit sur les petites et moyennes entreprises, il y a aussi sans doute un vocabulaire à changer pour parler le langage courant des salariés et des chefs d'entreprise de ces petites entreprises. Tout le monde parle compétences. Simplement, tout le monde ne parle pas compétences avec un terme savant, et tant mieux. Au contraire, il faut sortir de cette dimension savante et rentrer dans le réel de la vie du travail. Donc, cette transformation-là, c'est aussi un enjeu considérable pour rendre public. Et puis ensuite, enfin animer, et c'est là où j'en dirai pas plus, mais il y a un gros travail aussi d'articulation avec ce que fait France Stratégie dans le cadre du réseau emploi compétences, parce que cette animation des OPMQ ne peut se faire que en synergie avec le réseau.
Donc voilà les trois axes. Et puis un autre axe qui est évident et qu'on lance maintenant au sein de France Compétences, c'est l'articulation avec les enjeux territoriaux. On a bien vu dans la crise, beaucoup de choses se sont passées dans les territoires. Des analyses sectorielles sont évidemment importantes, mais elles ne se traduisent pas du tout de la même façon dans les territoires. Si on parle de la crise de l'aérien, il ne se pose pas de la même façon à Toulouse ou à Nantes, même si c'est le même secteur. Enfin bref, il y a un enjeu territorial très fort, et c'est pour ça que on a engagé la commission évaluation que je préside a souhaité engager de façon beaucoup plus importante que jusqu'à présent des travaux en commun avec le réseau des CARIFOREF qui ont cette maîtrise, cette compétence. Et ce dialogue entre les logiques sectorielles et les logiques territoriales, on l'avait toujours identifié comme un point faible, et là maintenant ça devient un enjeu de travail immédiat, évident aujourd'hui, appropriable par tout le monde. Je pense qu'on n'a plus ce travail de conviction à faire. La conviction est là, elle est partagée. Maintenant, il faut agir et travailler. Merci beaucoup pour ces différentes pistes, Philippe de Bruyne. Merci Mariem Diagne, merci Véronique Carsanti, dans des conditions un peu difficiles. Voilà, on a pu quand même exprimer un certain nombre d'idées. Je vous remercie tous les trois, vous étiez à distance de notre e-biennale.